Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Depuis que le Conseil d'État a condamné le gouvernement à prendre le décret visant à rendre obligatoire une formation minimale des collaborateurs d'agences immobilières, des réseaux de mandataires et des cabinets d'administration de biens, on parle beaucoup de formation chez les agents immobiliers et dans les syndicats. Et cela tombe bien, car mes deux invités, Gilbert Chouchana et Antoine Ménard, dirigeants de Recrutimo, connaissent le sujet parfaitement et je vais pouvoir avoir une discussion très libre avec eux. Bonjour Antoine Ménard. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Gilbert Chouchana. Bonjour. Première question, et au fond elle est assez directe. Quelles ambitions, selon vous, le secteur immobilier doit-il avoir quant à la formation des professionnels qui le composent ? Gilbert Chouchana. Les ambitions, pour moi, sont très importantes. Oui. Je veux dire par là que la formation est le parent pauvre. Il faut attendre que le gouvernement légifère en disant la formation est obligatoire pour que les agents immobiliers se disent il faut qu'on fasse de la formation. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Il faudrait renverser le sujet, en fait. Il faudrait renverser le sujet. Là, aujourd'hui, il y a un décret que le Conseil d'État devrait prendre. Oui. Ce décret est issu de la loi Allure, votée en 2014. Je rappelle pour mémoire 253 décrets, dont certains décrets ne sont toujours pas parus. 11 ans après. Dans la non-parution de décret, il y a la formation. Alors, en dehors de l'obligation de formation que va nous concocter le Conseil d'État, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans ce décret. C'est d'ailleurs, oui, tout le sujet de savoir ce qu'il va y avoir dans le décret. Absolument, absolument. À tous les niveaux. Oui. C'est-à-dire à la fois qui va être certifié pour ces formations, qui va les distribuer, qui va les organiser. Il va y avoir également la part de présentiel et distanciel. On ne sait pas. Enfin, bref, on ne sait rien. Mais on sait que ça va être obligatoire. C'est un grand moment alors, au fond. Au fond, c'est un grand moment et la profession est un petit peu en ébullition. Oui. Chacun y va de sa petite analyse, c'est bien d'avoir ça ou ça ou ça, mais en fait, on ne sait pas. Et on voit les posts sur les réseaux sociaux aussi. Donc on se dit, on voit les posts sur les c'est réseaux quand même sociaux. intéressant parce que finalement, ce que je disais dans l'introduction, peut-être qu'on n'a jamais parlé autant de formation dans le secteur immobilier qu'en ce moment. Alors oui. Je le dis avec humour. Oui, mais je suis assez d'accord en fait. Cette obligation de formation permet une prise de conscience qui jusque-là n'était pas arrivée. Ce qui est quand même très très étonnant, mais c'était pas encore arrivé. Donc on a déjà les formations obligatoires pour renouveler les cartes professionnelles. Et puis il va y avoir maintenant des formations pour l'exercice du métier, pour le démarrage dans le métier. Enfin, je ne sais pas ce qui va sortir, mais j'espère qu'il va en sortir quelque chose. Et à nous, la profession dans son ensemble, de saisir cette balle au bond et d'en faire véritablement un axe de bataille pour l'ensemble des intervenants. Mais alors Antoine Ménard, oui, à nous de le faire, mais on le fait comment ? Alors moi déjà je trouve que c'est très positif de penser qu'il y a une prise de conscience sur la formation, parce que moi je pense qu'il n'y a aucune prise de conscience sur la formation, que ce soit avec la loi Allure, avec le futur décret. Oui, il y a des instances qui prennent conscience d'eux, mais ils en ont conscience depuis longtemps. Quant à la profession, pour moi la formation, ça ne reste aujourd'hui qu'une contrainte. Oui. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut partir d'une proposition qui a été faite par la FNIM, qui dit en gros 42 heures, dont 28 en présentiel. Alors si on pense que apprendre ce métier en 42 heures, dont 28 heures en présentiel, c'est suffisant, à mon avis, on est très loin du compte et ça démontre qu'effectivement, c'est une prise de conscience quand même très, très, très légère pour l'instant. À mon sens, il faut au moins... Enfin, c'est un métier qui s'apprend dans le temps, alors ça prend sur le terrain. C'est un métier de savoir-être, beaucoup. Il y a des formations qui existent aujourd'hui. Il y a des BTS professions immobilières qui ont fait leurs preuves, qui ont fait leurs preuves d'un point de vue théorique, où on apprend des aspects juridiques, on apprend des aspects techniques, etc. Mais en revanche, ce qu'on constate à la sortie, c'est que ce n'est pas des gens forcément prêts à travailler dans l'immobilier au sens client. L'aspect clientèle est souvent en retrait. Donc maintenant, si on parle des gens notamment en reconversion professionnelle, parce que c'est aussi ces gens-là que ça cible, et si donc on ne va pas sur des formations théoriques telles que les BTS, des Bac+2, Bac+3, etc., à mon sens, il faut un minimum de 70 heures, c'est-à-dire 2 semaines complètes de présentiel, entrecoupées de semaines probablement terrain, où on va apprendre le métier au contact des clients et au contact des vrais agents immobiliers. Mais à moins que ça, c'est pas une ambition. C'est pas une ambition. On va dire quoi ? On va vous former 3 fois. On va dire, il faut prendre un mandat exclusif, c'est comme ci, c'est comme ça. La théorie, la copropriété, on va vous apprendre 2-3 choses. Mais 28 heures de présentiel, c'est à mon sens assez ridicule. Oui, alors effectivement, on peut voir ça comme ça. Moi, je pense que
Ce qui est important, c'est de mettre le pied dans la porte, déjà. Que l'empilement de contraintes ouvre une voie. C'est comme ça. Ce métier est pratiqué par des gens qui ne veulent pas de contraintes et qui estiment que, finalement, ils sont assez capables de gérer eux-mêmes la formation de leurs équipes. Ce qui est très rarement le cas. Oui. Donc, on critique un décret à venir, sur un nombre d'heures, etc. Pourquoi pas ? Moi, tout décret qui impose des heures obligatoires de formation, je suis preneur. À nous de transformer. Alors, ok, déjà ce qui est vrai, Gilbert le soulève, c'est que la prise de conscience, on l'a dit, des agents immobiliers, des professionnels immobiliers sur la formation, elle est faible. On fait une étude tous les ans chez Recrutimo qui dit que la formation, en général, pour la majeure partie des nouveaux embauchés, c'est moins d'une semaine. Donc, en fait, ce qu'on est en train de proposer, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Oui, c'est pas de la formation, d'ailleurs, c'est plutôt de l'onboarding, ou je ne sais pas comment on dit en français. Et encore, mais... encore. On dit, moi, c'est moins d'une semaine, donc c'est souvent peut-être un jour, 2 jours. Oui. Une fois qu'on a dit ça, mettre le pied dans la porte, très bien, pas de problème pour lancer les choses, mais quand on voit qu'on met 12 ans pour prendre un décret, si on met un pied dans la porte et on dit c'est 42 heures dont 28 heures présentielles, on sait que c'est pour les 15 prochaines années. Oui, donc on peut avoir un minimum d'ambition et de se dire c'est pas une semaine minimum, c'est 2 semaines. Et c'est pas 2 semaines avec du digital, parce qu'on sait que le digital, c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est peut-être comme ça qu'on se met à niveau, mais certainement pas comme ça qu'on apprend. Donc il faut peut-être être un peu plus ambitieux, parce qu'en plus quand on demande 42 heures, est-ce qu'on finalement on va pas avoir 20 heures ? Donc est-ce qu'on peut pas demander 70 heures pour obtenir peut-être 10 jours de formation présentielle et peut-être 2 jours de digital? C'est peut-être ça l'objectif, quoi. Oui. Moi, je voudrais souligner, en fait, alors l'importance, évidemment, de la formation, mais ça, on est tous d'accord là-dessus, mais je voudrais aussi mettre en avant les candidats, enfin les personnes qui veulent exercer ce métier. C'est-à-dire, elles sont dans l'ensemble, puisque donc on s'occupe de recrutement également, et principalement d'ailleurs, elles sont dans l'ensemble très désireuses d'avoir des formations. Et en allant même un peu plus loin, elles choisissent dans les entreprises qui les chassent, puisque on est dans un métier déséquilibré par rapport à ça, elles choisissent les entreprises qui, a priori, mettent un accent sur la formation. Et donc, si on arrive à faire passer ce message de façon globale, et peut-être qu'un décret comme ça peut y arriver, en disant aux candidats, pas uniquement aux agences, pas uniquement aux agents immobiliers, mais à ceux qui pratiquent ce métier, qui viennent de l'immobilier ou de la reconversion, que la formation est l'axe essentiel par lequel ils vont pouvoir progresser dans ce métier. Et donc c'est un petit peu mettre les candidats face aux recruteurs qui, eux, ne cherchent pas tellement à former, mais cherchent des gens qui sont capables d'être très à l'aise sur le terrain très vite, donc de faire du chiffre d'affaires très vite. Enfin, tout ça est très rapide et très dans l'immédiat. Est-ce que là, j'entends qu'il y aurait une dichotomie trop importante sur le marché du travail entre, par exemple, des franchiseurs qui ont des écoles en interne et qui, effectivement, font la promotion des formations, et puis des indépendants qui n'ont pas les moyens, évidemment, de faire cela, et qui sont peut-être en sous-conscience de leur possibilité future d'embaucher parce qu'ils ne mettent pas en avant le besoin de formation. Je pense qu'il n'y a aucun lien entre la notion de franchise et d'indépendant et le rapport à la formation. Oui, les réseaux de franchise ont leurs écoles. Oui, ils sensibilisent leurs franchisés sur les écoles. Ça reste des indépendants et eux-mêmes ont autant de mal que les indépendants à faire de la formation et à promouvoir leur formation. Donc, je ne crois pas qu'on puisse ranger les catégories entre je vais chez un réseau X et je suis sûr d'être formé. Alors oui, il y a des outils, mais est-ce que je suis sûr d'être formé? Non. Ou un indépendant qui potentiellement aussi dépend d'un syndicat qui a ses propres écoles, qui peut très bien se former. Je crois que ça n'a aucun lien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilbert, mais à mon avis, on ne peut pas en tout cas faire cette distinction. Non, c'est vrai que ça n'a aucun lien, mais facialement, beaucoup font le lien. En se disant, il y a de la formation qui existe, il suffit de s'inscrire. Et donc, ce n'est pas compliqué de se faire former, il faut juste un petit peu de volonté. C'est tout. Alors justement, cette volonté, comment est-ce que... Parce qu'à vous entendre, on entend bien que il faut changer l'état d'esprit de ceux qui veulent travailler dans l'immobilier. Les recruteurs surtout. Les recruteurs. Les recruteurs aussi. Les candidats, c'est leur première attente, Gilbert le soulignait, la première attente des candidats pour le choix de l'entreprise, c'est la formation qu'on va leur donner pour réussir. Donc c'est surtout l'état d'esprit des recruteurs. Oui, et là, nous, on a notre rôle à jouer. Oui. On a parlé tout à l'heure du quantum, il y a aussi la question de la qualité. C'est quoi une formation de qualité pour l'immobilier? J'y vais. Allez.
Alors, notre point de vue, peut-être pas celui de tout le monde, notre Oui. point de vue, c'est qu'une formation de qualité, c'est d'abord une qualité pédagogique des formateurs. On parle beaucoup de formation digitale, de e-learning. Oui. Nous, on est plutôt dans la vieille école en disant transmettre ce métier, c'est un métier très humain, c'est un métier de savoir-être, et ça ne se transmet pas derrière un écran. Donc, selon nous, une formation de qualité, c'est d'abord un formateur qui sait transmettre son goût du métier, son expérience, parce que former des gens à l'immobilier quand on n'a pas fait d'immobilier, pour nous, c'est un non-sens. Donc voilà, c'est cette qualité pédagogique, cette capacité qu'a le formateur à transmettre son expérience, son goût pour le métier, sa passion pour le métier. Et donc ça se fait en présentiel. Donc déjà, ça, c'est un point majeur de dire qu'une formation présentielle a quand même plus de qualité, plus de capacité à transmettre des messages qu'une formation en e-learning où finalement, on a une personne qui se concentre plus ou moins ou pas du tout sur ce qu'il apprend. Oui, Oui. et puis j'entends aussi que ça ne peut pas être n'importe quel formateur alors. Non, alors, Oui. non, moi je considère effectivement, Pardon, alors, mais- c'est en toute humilité, Oui. effectivement, n'importe qui ne peut pas être formateur, c'est une certitude. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a des certifications telles que Calliope qui sont très importantes pour structurer la profession de formateur, mais qui ne s'attardent jamais sur la qualité pédagogique des formateurs. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la qualité administrative. Est-ce que effectivement la formation est bien déroulée? Est-ce qu'on s'assure que les gens sont bien là, qu'ils participent bien? Il y a plein de bonnes choses dans les indicateurs de Calliope. En revanche, c'est impossible. Personne ne vient jamais voir si les gens sont contents. Alors, il y a des questionnaires de satisfaction qu'on peut analyser, mais enfin, on sait bien que c'est très subjectif. Mais la qualité pédagogique est rarement évaluée. Gilbert Chouchana, est-ce Oui. qu'on peut être un bon formateur si on n'a pas vu un client depuis 20 ans? C'est une très très bonne question. Mm. Je pense que oui. Si on a le goût de transmettre, oui. Et concernant la qualité de la formation dont Oui. on parle, je suis assez d'accord avec Antoine, sous une réserve malgré tout, c'est que le marché est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut être formateur, pratiquement. Il y a Calliope, effectivement, qu'il faut obtenir, qui n'est pas toujours évident, mais enfin, ça s'organise, ça ça s'organise, etc. Et je pense que les pouvoirs publics donnent sa chance au marché. En clair, il va y avoir des sélections qui vont être faites par les intervenants eux-mêmes, par les candidats ou par les recruteurs. Et que cette sélection va tirer vers le haut. Et je pense que c'est ce qu'attendent les pouvoirs publics. Parce que mettre en place une organisation permettant de contrôler le savoir-faire pédagogique, c'est impossible. On n'a ni les moyens, ni les ambitions pour ça, en tout cas dans ce gouvernement, enfin dans ces gouvernements successifs. Je te Oui. rejoins, c'est impossible à mettre en place, tu as complètement raison. En revanche, là encore, je te trouve très optimiste sur la capacité des participants aux formations à sélectionner les meilleurs, parce que quand on voit aujourd'hui dans la profession ce qui est choisi comme formation, on choisit d'abord une formation qui est facile à faire, qui est pas chère, devant laquelle j'ai pas besoin de rester 7 heures en réalité, parce que c'est pratique. Donc l'ambition aujourd'hui quand même de certains et d'un certain nombre de personnes, c'est de répondre à l'obligation du nombre d'heures de formation avant de choisir la qualité de la formation. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais- Et si on observe un petit peu ce qui s'est passé avec la loi Allure, il y a beaucoup de décrets qui ont été pris où il n'y a pas de sanction véritable, en fait. La sanction venant des intervenants qui attaqueraient en justice, au tribunal, ou des agences, ou enfin bref, ou des particuliers éventuellement. Et là, il y aurait une jurisprudence qui serait issue de ces actions-là. Et l'ensemble de la loi Allure est pratiquement basé sur ce schéma. Et du coup, je crois que la formation, en fait, on est en plein dedans sans le savoir. Et qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être satisfaits des formations. C'est-à-dire qu'ils ils ont payé, et puis ben voilà, ils ont un résultat qui est très, très médiocre. Donc, il peut, alors je ne suis pas devin, mais il peut y avoir un changement qui s'opère par ce biais-là. À l'instar un peu de ce qui se passe dans le monde du salariat, en fait, où l'employeur doit maintenir l'employabilité de ses salariés en les formant régulièrement. Exactement. Oui. Exactement. Et moi, je verrais bien un salarié dire j'attaque mon employeur parce que je n'ai pas été formé. Aïe, aïe, aïe. On verra. Aïe, aïe, aïe. Antoine est toujours un peu plus sceptique. Oui, non, mais Gilbert est très optimiste, mais je trouve ça super. Je suis peut-être un petit peu plus pessimiste et j'y crois peut-être un peu moins. Alors oui, peut-être que des très bons formateurs seront choisis par des très bons recruteurs et des très bons employeurs pour dispenser parce que ils vont
On va leur prouver qu'on va les aider à progresser et avoir des meilleurs résultats. Mais je reste convaincu qu'une grande partie de la profession aujourd'hui attend d'abord de faire des heures avant de se poser la question de la qualité. Puis il y a un autre sujet aussi sur ces heures, parce que j'échange beaucoup avec beaucoup avec nos clients sur la formation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patrons d'agences immobilières qui disent, mais moi, c'est 42 heures, enfin c'est 14 heures annuelles, c'est 42 heures sur 3 ans. Franchement, pour moi, je comprends pas. Autant pour mes collaborateurs, je peux comprendre parce qu'ils doivent progresser. Et pour les futurs, je vais comprendre parce qu'ils ont besoin de connaître le métier. Mais dis-moi, ça fait 25 ans que je connais le métier. Alors oui, je peux progresser ou me remettre un peu à niveau. Mais 42 heures, franchement, c'est un non-sens. Donc en fait, ces gens-là, quand ils nous appellent, ils nous disent, est-ce que vous pouvez me donner des heures, en gros, sans les faire, ce qui est impossible. Mais c'est une demande. Après, s'ils vous parlent à vous, Antoine, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont déjà conscients quand même. Parce qu'il y a aussi tous les autres qui restent perdus dans les normes du net. Moi, je suis assez favorable à cette obligation, y compris pour des patrons d'agences qui ont 25 ans de métier. Moi, ça me gêne pas. Je n'ai pas dit que je n'étais pas favorable. Je dis que c'est le sujet qu'évoquent certains. Après, il y a aussi la question du contenu, au sens où qu'est-ce qu'on leur offre ? Parce que 42 heures à renouveler, etc., quand on voit que les sujets n'ont pas beaucoup évolué, ou alors s'il y a le thème à la mode, et puis voilà, tout le monde va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend au cours de ces formations et qu'est-ce qu'on offre comme contenu de formation ? Alors, c'est vrai que le contenu de formation est dans un métier où finalement la méthode est toujours la même. Oui. C'est-à-dire depuis 30 ans, comment on s'adresse à un client, mais ce n'est pas que dans l'immobilier, comment on s'adresse à un client, comment on découvre le besoin d'un client, comment on argumente, comment on contre-objecte, etc. Ça évolue peu. Alors comment on se distingue moi je considère qu'on revient sur la fameuse qualité pédagogique, c'est-à-dire que des jeunes embauchés, notamment si on prend depuis 2017 dans un marché que moi j'estime avoir été un marché assez facile, dans lequel on s'est très peu occupé des acquéreurs, dans lequel l'agent immobilier n'est plus un commercial, mais finalement quelqu'un qui ouvrait des portes, prenait une offre ou n'en prenait pas, peu importe. Et aujourd'hui, dans un marché qui est redevenu un marché difficile, enfin pas difficile, mais un marché qui est plus compliqué, dans lequel on attend beaucoup plus de compétences, là, il faut peut-être revenir justement sur les fondamentaux. Et la qualité pédagogique fait qu'on peut transmettre les choses, c'est-à-dire être capable d'expliquer pourquoi telle étape dans la prise d'un mandat est importante, comment on doit le faire. C'est aussi la qualité du formateur. Oui, c'est très juste. J'ajouterais juste un point. Au fur et à mesure des années qui passent, en fait, le besoin de formation en management devient extrêmement important. Oui. C'est-à-dire, embaucher, c'est bien. Garder ses équipes, déjà, c'est autre chose. Oui. Et là, on rentre dans du management. Et avoir des sorties paisibles aussi. Et il y en a de moins en moins. Exactement. Et donc, alors il y a beaucoup de mots à la mode comme l'onboarding, mais aussi l'outboarding. Je me sépare d'un collaborateur. Je vais essayer de le faire en sorte que peut-être nos chemins vont se recroiser dans quelques années. Donc ça, c'est des choses relativement nouvelles. Et je pense que qu'est-ce qui fait la bonne formation ? C'est alors la connaissance du métier, évidemment, d'avoir pratiqué ce métier, évidemment, je dirais, et après de capter l'attention du public. Capter l'attention du public, c'est de se connaître soi-même déjà, c'est important, et de connaître son auditoire. Et par rapport à ça, chez Recrutimo, on travaille beaucoup sur les couleurs, puisqu'on réagit tous, ou à peu près en fonction de couleurs qui sont déterminées par je ne sais plus quel sociologue, psychologue. Et en fait, nous, on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire, on essaye de ne pas dire aux gens, vous avez telle couleur, donc tel type de comportement. Et on essaye de comprendre, en ayant cette couleur-là, avec un client qui a peut-être une autre couleur, comment je vais organiser ma découverte client, dont parlait Antoine tout à l'heure. Là, il y a un champ qui est assez peu exploré. Parce qu'en fait, on reste toujours très basique, parce que le basique, c'est facile à vendre et c'est facile à écouter. Nous, on essaye d'aller plus loin, d'aller même beaucoup plus loin par rapport à ça. Ouais, ce que Gilbert évoque là, c'est qu'effectivement, cette notion de couleur, ces 4 couleurs, ce disque, l'approche qu'on a, puisqu'on est des anciens du métier, qu'on connaît bien le métier, c'est de transférer des choses théoriques sur des situations concrètes. Donc, par exemple, je suis en prospection, je dois aller en prospection, j'ai une couleur donnée qui n'est pas une couleur favorable pour la prospection. Comment j'organise ma prospection pour rentrer dans ma couleur ? Et évidemment, quand je suis avec un client, comment je m'adapte à ce client ? C'est la théorie, mais quand on est dans des situations concrètes et pratiques d'immobilier, d'agents immobiliers,
on est beaucoup plus, on transmet beaucoup plus la réalité et l'application concrète de ces théories. C'est ça. Vous avez recruté Socrate, en fait. Connais-toi toi-même, non? Ouais, c'est le principe C'est le du principe. management. Justement, on parlait tout à l'heure de Recrutimo. Qu'est-ce qui fait la force de vos formations, des formations que vous proposez? Et Antoine. Allez, j'y vais. Oui. Alors, encore une fois, on n'est pas les seuls, mais Non. les forces qu'on a, très clairement, c'est qu'on connaît parfaitement le métier d'agent immobilier. Gilbert l'a fait pendant 25 ans, je l'ai fait pendant 15 à 20 ans. Donc on connaît, on a rencontré toutes les situations, on a managé un nombre incalculable de collaborateurs. On a fait des bêtises, on en a fait beaucoup, qui sont des vraies anecdotes qu'on transmet pendant les formations. Donc ça, déjà, on connaît le métier, on sait de quoi on parle. Et on le connaît toujours parce qu'on est au contact en permanence. Et puis, on a toujours une petite activité d'agent immobilier en parallèle. Première chose. Deuxième chose, on a une vraie qualité pédagogique. Et là, on peut dire ce qu'on veut. On sait transmettre. On a une sensibilité qui fait qu'on n'a pas une posture dogmatique. Quand on est face à une douzaine de participants, on est toujours à l'écoute de leur façon d'appréhender la situation. On peut donner une technique, une théorie. En revanche, on écoute toujours ce que nous disent les gens. Donc, nos formations sont très interactives. On ne veut pas leur dire c'est comme ça et c'est pas autrement. On écoute et on prend les bonnes options et on se sert en permanence des retours d'expérience de chacun. Et puis à côté de ça, effectivement, on utilise, comme l'a dit Gilbert, de manière assez régulière maintenant la notion de couleur, parce que c'est une manière d'appréhender l'autre de manière assez simple. Certains diront simpliste, mais j'ai envie de vous dire peu importe. Mais quand je suis mieux capable d'appréhender mes collaborateurs, mes clients, et d'arrêter de dire que l'autre c'est un con parce qu'il ne comprend pas ce que je lui dis, on a déjà fait un grand pas vers notre client. Eh oui. Vous travaillez beaucoup sur l'expérience, vos expériences personnelles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un fil conducteur, c'est apprendre le métier. Ça, c'est indispensable. Et c'est notre objectif. Pour arriver à cet objectif, on prend peut-être parfois des chemins qui ne sont pas les chemins classiques. Traditionnellement, ce qu'on a observé dans beaucoup de formateurs, chez beaucoup de formateurs et beaucoup même d'écoles de formation, c'est un schéma qu'on applique et qu'on doit apprendre quasi par cœur, en disant si tu ne sais pas ça, tu ne sais rien faire. Et nous, on va essayer d'apprendre à nos apprenants comment avancer dans ce chemin. Peut-être qu'il peut créer son propre chemin. C'est ce qu'on fait avec le disque dont parlait Antoine. Je crée mon chemin. Je ne suis pas là en train de dire je suis vert, par exemple, couleur vert ou bleu, enfin, je ne sais plus. Et en fait, si je veux réagir avec ce client, il faudrait que je sois rouge. Non. Qu'est-ce que je fais avec ma personnalité, mes capacités, ma formation pour l'instant et mon expérience? Et ça, c'est vachement important. Et c'est vrai que ce message-là, à faire passer en digital, c'est très compliqué. Mais on s'y attelle. Et c'est pour ça qu'on est très dans le présentiel, ou le distanciel, mais en face de nos apprenants. Et vous allez être très heureux de ce que je vais dire, enfin j'espère. On a parlé tout à l'heure de ces personnes qui cliquent juste pour valider leurs heures et puis avoir leur attestation. Quand on vous écoute, on comprend qu'on est plus dans la couture. Donc opposé au supermarché de la formation, vous proposez quelque chose du sur-mesure. C'est vrai. Oui. C'est très juste. Ça peut être on peut faire des formations sur mesure, évidemment, qui correspondent aux besoins d'une entreprise. Et après, oui, c'est l'animation de la formation qui est sur mesure. Moi, quand je commence une formation, j'ai pas un timing précis avec pendant 3 minutes et demie, on fait ça, pendant 10 minutes et demie, on va faire ça. Des fois, j'ai des sujets sur lesquels je vais rester un quart d'heure, et puis la formation d'après, ça va être 5 minutes, parce qu'effectivement, en face, on a des gens qui sont plus ou moins attentifs, ou qui connaissent déjà le sujet, ou qui ont envie qu'on creuse un autre aspect. Donc, finalement, le plan est important, mais à l'intérieur, c'est très mouvant. Et d'ailleurs, pendant tout cet entretien, vous n'avez jamais parlé d'apprenants, mais toujours de personnes. Or, et oui, c'est quand même ainsi. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie aussi à tous les deux de cet échange qui était, je pense, assez riche. À très bientôt. À bientôt, merci. Et puis à vous tous et toutes qui nous écoutez, je vous remercie chaleureusement de votre fidélité. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.